Cette toile, ce qui m'a influencé pour la créer, c'est le cours de la vie, c'est le destin. Il se trouve que je suis né à Alger en 1944. Nous avons quitté l'Algérie assez tôt. Mes parents ont senti venir les événements et a décidé de partir en 1946. Alors, en partant, mon père a dit à toute la famille, nous partons en bateau, vous risquez de partir à la nage. Il avait senti que les événements tournaient. Et je tenais à faire une toile sur l'Algérie. Elle représente tout simplement le départ à l'indépendance des Pieds Noirs. Il y a deux enfants qui jouent ensemble, la petite fille et le petit maghrébin. Elle s'en va, lui reste. Il y a plusieurs formes symboliques. Il y a Notre-Dame d'Afrique, il y a la vue du port d'Alger, un bateau qui s'en va. Il y a deux cordes, une que prend la petite pour partir, pour s'élever, et une que ne peut pas attraper, le petit enfant qui reste au sol. Et on s'aperçoit qu'ils s'entendaient bien ensemble, et c'est la réalité. Dans la réalité, beaucoup d'Européens s'entendaient avec les gens du pays. Certains regrettent d'être partis, certains auraient voulu rester. Quant aux lettres qui s'échappent du sceau, ce sont des lettres occidentales, et c'est un peu la culture qui s'échappe. Graphiquement, ça n'allait pas de faire des nuages classiques. On pourrait presque croire que ce sont des pages d'histoire également, avec des noms de villes qui étaient là, et ces pages, on pourrait imaginer toute l'histoire de ce pays qui serait écrite. Ce tableau sera exposé au Grand Palais au mois de novembre cette année. Et il y a justement, fait du hasard, une fois de plus, une section orientaliste. Je ne le savais pas lorsque je l'ai commencé. J'en ai parlé avec les organisateurs et ils sont prêts à accueillir la toile chaleureusement dans la section orientaliste. Lorsque je peins, ce qui me motive le plus, c'est l'authenticité, la vérité. Je sais que c'est un domaine où la fumisterie n'a pas place. Donc il faut, disons, redevenir comme un gosse de 10 ou 12 ans qui a les yeux ouverts, un gosse curieux, qui dans l'esprit n'est pas pollué ou intoxiqué. Il faut rester très près de l'authentique. Il faut vraiment laisser son cerveau et ses tripes et sa sensibilité dans chaque coup de pinceau, et c'est ça qui m'intéresse. L'art est un langage universel et c'est un témoignage que ceux qui viendront plus tard pourront apprécier à leur juste valeur. Donc pour un petit peu en terminer avec la présentation de la Camargue, ça forme en tout 145 000 hectares de zones humides. Donc nous, on est à l'extérieur du delta, on fait partie du parc régional de Camargue. On est sur la partie est, où les marais du Viguera forment 1200 hectares de zones humides. Alors il y a divers parcours, diverses formes de visites. Bon, là, vous avez fait le choix de faire la balade en calèche. Donc on va progressivement descendre sur les parties un petit peu plus au sud, et on va traverser les marais d'une manière un petit peu originale, parce qu'on va être sur des digues, donc en hauteur, ce qui nous permettra d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble des marais. Vous avez peut-être vu également en arrivant des panneaux vous indiquant, donc vous étiez sur le site des marais du Viguera, et vous avez peut-être vu que c'était marqué République française, conservatoire du littoral. Alors cet organisme-là a été créé par l'État français. C'est l'État français qui a créé le conservatoire du littoral. Il a eu cette volonté, il y a un peu plus de 35 ans, de vouloir protéger son littoral, surtout, on va dire, pour le soustraire de toute forme de spéculation immobilière, industrielle, parfois même agricole. Alors à l'heure actuelle, le conservatoire du littoral est propriétaire de 16%.
littoral français. Son but à terme, c'est d'en acquérir les 33%. Ça paraît énorme, hein, un tiers du littoral qui sera protégé. Donc on appelle déjà ça le tiers sauvage en fait. Donc sa priorité, c'est de protéger afin de transmettre aux générations futures. Et à partir de là, bien entendu, on peut également conserver des activités humaines, en introduire ou au contraire en enlever. Donc vous allez vous rendre compte qu'ici sur le site, on a fait le choix de conserver de l'élevage, l'élevage du bétail, parce que ça fait partie déjà intégrante de la Camargue. Les taureaux, comme les chevaux, étaient déjà présents avant que l'homme ne s'installe. Ils vivaient autrefois en totale liberté. Vous allez voir qu'on essaye de perdurer cette façon de les élever en liberté, enfin une semi-liberté, puisque évidemment maintenant le bétail appartient à un propriétaire et vit dans des zones clôturées. Le mythe du cheval et du taureau qui vit à l'état sauvage, c'est terminé. Voilà. Là, qui se promènent, ce sont des gens qui travaillent sur le site. On fait du tourisme, mais c'est pas un tourisme de masse, on appelle ça de l'écotourisme. Bon là, il n'y a qu'une calèche, on peut en atteler 2. C'est 25 places par calèche, mais c'est le maximum qui nous est autorisé. On ne pourra pas aller au-delà de 10 000 visiteurs par an sur le sentier qu'on va emprunter. La priorité, évidemment, c'est d'éviter que notre impact soit trop important sur le milieu. Ouais, là, vous avez un petit héron blanc en vol. Alors, les hérons, il en existe 9 espèces différentes en Europe, et les 9 espèces différentes sont présentes sur le site. Celle qu'on vient d'apercevoir, là, c'est l'aigrette garzette. C'est un petit héron blanc avec un bec noir, qui a la particularité d'avoir derrière la tête 2 longues plumes fines et soyeuses. Voilà. Vous voyez où je veux en venir, c'est que cet oiseau, à une certaine époque, était chassé, parce que les chapeliers recherchaient les plumes d'aigrettes qui permettaient de décorer les chapeaux. Donc maintenant, l'espèce est protégée. On va apercevoir sur des jeunes tamaris des oiseaux là, qui sont en train de battre des ailes. Alors, ce sont des cormorans. C'est l'heure de notre pause déjeuner dans Territoire pour la rubrique recette du jour. Nous allons à la rencontre d'Edmé, l'Aimé d'Edmé. Il vient chez vous faire la cuisine. Et oui, un cuisinier à domicile, c'est pas commun. Alors, il vous propose cette semaine un gratin dauphinois, la crème fraîche et un magret de canard. Miam miam. Allez, ouvrez-lui la porte, vous allez voir, vous allez vous régaler. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Edmé, je représente la société l'Aimé d'Edmé. Nous sommes chez des hôtes ce soir qui nous prennent pour faire la cuisine et faire le service. Suivez-moi. Aujourd'hui, on va faire un magret de canard au miel et au vinaigre de balsamique. Et en accompagnement, on va prendre un gratin dauphinois avec des morilles et des bouchons de cèpe. Pour le gratin dauphinois, à peu près 1 kg de pommes de terre classiques au four, avec du lait écrémé, de la crème, du poivre, du sel, tout simplement, une gousse d'ail. Ensuite, pour le magret, un magret de canard avec du miel traditionnel et du vinaigre de balsamique traditionnel. Donc là, je récupère mon beurre, je le mets dans ma casserole, je vais récupérer mes pommes de terre et je vais les enfourner dans ma casserole aussi. Là, c'est pour les faire pré-cuire un petit peu, en fait. Ce qu'il faut surtout pas avec la pomme de terre, c'est couper la cuisson. Donc couper la cuisson, ça veut dire que si je les sors du four, que je les mets de côté, que le dessus il est cuit, mais que l'intérieur du fond du gratin il n'est pas cuit, je ne pourrai pas le faire revenir. L'intérieur restera cru et l'extérieur deviendra bouilli. Je vais prendre mes champignons. Là, on a pris de la morille et du bouchon de cèpe. Je prends encore un peu de beurre, à peu près 8 grammes, en casserole, à feu doux, pour éviter qu'il brûle. Alors j'y mets mes bouchons de cèpe et mes morilles, voilà, et je les laisse revenir doucement. Là, on va les faire revenir à peu près 4 à 5 minutes. Le temps que le beurre colore, il colore un petit peu le champignon avant d'y mettre le lait à l'intérieur. Là, on voit bien que le beurre a bien fondu, a bien fait cuire les morilles et le cèpe. Du coup, je récupère le lait, je verse mon lait dans mes cèpes et mes morilles, j'y rajoute ma crème entière et je laisse porter à température. Une fois que mes pommes de terre ont coloré,
Je vais les récupérer et les verser dans mon plat. Ensuite, je vais récupérer ma crème avec la morille et les bouchons de cèpe et je vais venir arroser mon gratin. J'essaye d'éparpiller homogènement les champignons et la crème. Donc je prends mon gratin. Là on a un gratin à peu près pour 8 à 10 personnes. Et j'enfourne à 220 entre 35 et 45 minutes à l'œil. À savoir qu'on ne rajoute pas de fromage. Sur le gratin dauphinois, c'est la coloration de la crème dessus qui montre qu'on dirait que ça fait ce côté gratiné, un peu fromage, avec un peu de fromage, mais on rajoute surtout pas de fromage. Donc je vais récupérer mon magret. Ce que je vais faire, c'est que je vais les baburer. Pas complètement, mais une partie pour éviter qu'il y ait trop de gras. Je vais enlever le surplus. Une fois que j'ai mon magret, que je l'ai baburé, dessous, je le récupère. Et là, je vais venir faire un croisillon. Enfin, un croisillon, c'est pour que la cuisson, elle s'effectue comme il faut. Je viens prendre mon magret, après avoir fait les croisillons, et je vais venir le poser côté peau. Voilà, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir récupérer un petit peu cette graisse qui est dessous. Je viens le saler. Je le poivre pas, pareil, parce que le poivre sur la viande, quand ça cuit, ça donne un petit coup amer. Alors, une fois qu'il est salé, je vais le laisser roser dessous, réduire un petit peu cette graisse pendant à peu près 3-4 minutes. Voilà. Donc là, au bout de 2-3 minutes, je regarde, j'ai eu un réduit de graisse, je vérifie dessous. Voilà, là il a commencé à colorer. Donc à partir de là, je peux commencer à le tourner.